Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. On a tué 109 Congolais par des Rwandais. Les Rwandais ont tué 109 Congolais. Ils ont enlevé certains d'entre nos frères. Ils ont kidnappé et ils ont fait le recrutement forcé de nos frères congolais pour qu'ils rejoignent l'armée rwandaise. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont fait ces opérations meurtrières en signe de représailles parce que, particulièrement dans Akishichwe, dans ces groupements des Boba, dans les chefferies des Bitui, nous avons tué un général rwandais et 5 colonels. D'abord, en même élection est étonné du propos de Paul Kagame. Les élections elles-mêmes sont étonnées. Comment un homme qui est au pouvoir dans un état sanguinaire, qui est à la tête d'un pays depuis plus de 30 ans, les élections démocratiques n'ont jamais eu lieu dans son pays, mais il se permet quand même de donner, de faire des leçons de la démocratie à un État véritablement démocratique. Vous savez, les sanguinaires, Paul Kagame est né avant la honte. Mais tous, ils n'ont pas de honte. Ils n'ont pas de honte, malheureusement. Est-ce qu'un homme comme vous, Kagame, un sanguinaire, un assassin comme Kagame, lui qui dirige le Rwanda par défi, c'est-à-dire quoi? De gens qui doivent relayer, faire la propagande de sa vision et de sa perception, mais aussi pour légitimer la balkanisation de notre pays. Je vis un journaliste, un ancien journaliste, Dieu merci parce qu'il a été radié de la profession, Péro Louara, qui sur Twitter s'avise de prendre les propos de Paul Kagame et de les relayer. Il y a certains qui ont applaudi d'ailleurs lorsque Paul Kagame s'est exprimé sur la question des élections. Est-ce qu'un Congolais, que je prenne un peu les mots de ces petits, un étranger se permet de se prononcer sur la question qui relève de votre souveraineté au Bétimabo? Okapi Congo Service. Pour vos démarches d'actes de naissance, jugement supplétif, casier judiciaire et acte de mariage, contactez Okapi Congo Service au 07 58 12 18 04. Okapi Congo Service, Ponako Salisaba acte de naissance, jugement supplétif, casier judiciaire, P acte de mariage, Benga Okapi Congo Service na 07 58 12 18 04. L'Est de la RDC, théâtre des scènes criminelles, les présidents Kagame qui taclent le président Félix Tshisekedi, contestation des élections 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yeba TV et merci de nous rester fidèles et toujours branchés à notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter actualité politique et pour ce faire, nous avons sur ce plateau Héritier Ngashi qui est communicateur cadre de l'AFDC. Il n'est plus à présenter. Héritier Ngashi, bonjour. Bonjour, monsieur Shadrach. Merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ces prestigieux plateaux. Je pense que nous allons réfléchir sur la politique générale de la République démocratique du Congo. Nous allons donner des pistes et des solutions pour permettre non seulement à nos dirigeants de s'enquérir davantage et de prendre des décisions judicieuses pour sauver ces pays du gouffre et du chaos dans lesquels il a été plongé, mais aussi permettre les peuples congolais de demeurer dans la vigilance et dans la mobilisation. La politique générale en République démocratique du Congo qui reste malheureusement paralysée par la situation à l'est de la RDC. Héritier, nous apprenons que malgré les négociations récemment, il y a eu des meurtres, des assassinats dans les territoires de Rutshuru. 50 civils ont été
assassinés atrocement. Quelle est la situation à l'est de la République démocratique du Congo actuellement, héritier? Vous savez que ça, c'est une source. D'autres sources nous renseignent que dans la nuit du 29 novembre dernier, dans le village de Kishiché, dans les regroupements, je crois, des Boba, c'est dans le territoire des Rutshuru, on a tué 109 Congolais par des Rwandais. C'est grave. Les Rwandais ont tué 109 Congolais. Ils ont enlevé certains d'entre nos frères. Ils ont kidnappé et ils ont fait le recrutement forcé de nos frères congolais pour qu'ils rejoignent l'armée rwandaise. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont fait ces opérations meurtrières en signe de représailles parce que, particulièrement dans Akishichwe, dans ces groupements des Boba, dans les chefferies des Bitui, nous avons tué un général rwandais et 5 colonels sur ces lieux-là. Et donc, en signe de représailles, ils se sont décidés, et aussi à leur tour, de distribuer la mort de manière gratuite et fortuite. C'est comme ça qu'ils ont tué 109 Congolais. Ils ont enlevé, ils ont apporté, avec et certains parmi les jeunes, ils ont obligé certains Congolais de rejoindre l'armée rwandaise. Alors que nous sommes sur la table des négociations et un cessez-le-feu a été décidé pour que jusqu'au 28, que ces Rwandais, ces terroristes rwandais, se rétractent et bien entendu, rentrent dans leur position initiale. Malheureusement, c'est au Congo, Sabinyo. Sabinyo, c'est une montagne qui est dans le parc Virunga. Quand on a demandé à ces gens-là de se retirer dans leur position initiale, les positions initiales du Rwanda, c'est les Rwandais, ce n'est pas les Congos. Voyez-vous? Mais même lorsqu'on leur a demandé de se retirer, mais en République démocratique du Congo, non seulement qu'ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu, mais ils continuent de distribuer la mort de manière gratuite. Ainsi, moi je demande, à quoi servent les négociations de Nairobi du moment où vous négociez, mais les gens qui, en guillemets, devaient comprendre, devaient s'amender, continuent de tuer. Donc, je pense que les négociations de Nairobi ne servent plus à rien parce que nous sommes en face de nous des assassins, des criminels qui ne comprennent pas les langages civilisés, les langages des hommes normes. La RDC a quand même accepté, malgré cette situation, d'aller à la table des négociations qui est actuellement en train de se dérouler à Nairobi. Mais héritier, qu'est-ce qu'il faut comprendre finalement ou qu'est-ce qu'il faut faire brièvement pour que la RDC sorte de cette situation de guerre à l'Est? Déjà aussi, il faut rappeler qu'hier, parce qu'il est important que nous qui subissons des actes, des affres de guerre, les massacres, que nous soyons les premiers à les dénoncer pour interpeller la responsabilité des criminels de l'Occident. Hier jeudi, nous sommes vendredi aujourd'hui, hier jeudi, on a aussi attaqué les 3140e régiment d'infanterie des FARDC. Toujours par les Rwandais. C'est à l'auteur de Kalima, dans un pont vers la rivière Rwindi. Et là-bas, c'est la même chose également. C'est-à-dire que les Rwandais n'abandonnent pas ces idées machiavéliques de conquérir la République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? En ce net moment, la République démocratique du Congo fait face à un complot international. On va en parler avec les révélations faites par un proche de Mobutu. Le Congo fait face à un complot total. Pour la communauté internationale, les Congolais ne méritent pas cette nation, ne méritent pas cette patrie. Ils estiment que ce territoire est tellement vaste, tellement immense pour un si petit peuple, 80 millions d'habitants. Ils estiment que les ressources que nous avons dans notre sous-sol dépassent leur entendement. Et de ce point de vue, ils estiment que Dieu nous a scandaleusement bénis et nous ne méritons pas toutes ces ressources. Et donc, il faut d'abord nous ravir ces territoires, ça c'est de 1, nous imposer un autre peuple, c'est-à-dire remplacer les Congolais par les Nilotiques, instaurer leur pouvoir et se partager les Congos comme des gâteaux de fête. En ces moments, nous devons tout faire pour résister. D'abord, nous devons commencer par résister. Et après, nous devons tout faire pour détourner
et déjouer les complots totaux de la communauté internationale. Qu'est-ce que nous devons faire? Le gouvernement congolais doit investir davantage dans l'intelligence artificielle et dans l'intelligence stratégique, dans le renseignement, dans le contre-espionnage, dans l'espionnage. Sans cela, nous ne pourrions pas déjouer les complots de la communauté internationale, les complots de l'Occident. Parce qu'ils prennent des décisions la nuit, sans nous. Ils prennent des décisions occultes, là où nous ne savons pas, nous n'avons pas la capacité, non seulement de les anticiper, mais de les contrer. Nous subissons un plan qui était savamment conçu depuis des années, des décennies, et nous sommes en train de subir parce que nous n'avons pas été préparés, bien entendu, à résister. Ainsi, je demande au gouvernement de la République, au chef de l'État, d'investir davantage dans les secteurs du renseignement, du contre-espionnage, pour nous permettre de déjouer ces complots. Héritier, il a été prouvé ici, par rapport à cette situation, que l'agresseur de la RDC, celui qui est derrière, qui soutient les M23, c'est le Rwanda. Oui. Alors, le président Paul Kagame s'est prononcé notamment aussi par rapport à la situation de l'Est et de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'analyser ses propos. Le premier point souligné par le président Kagame, il a d'abord commencé par tacler le président Félix Tshisekedi en disant qu'il n'a jamais remporté les élections et il essaye de reporter les prochaines élections. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'abord, même élection est étonnée du propos de Paul Kagame. Les élections elles-mêmes sont étonnées. Comment un homme qui est au pouvoir dans un État, un sanguinaire, qui est à la tête d'un pays depuis plus de 30 ans. Les élections démocratiques n'ont jamais eu lieu dans son pays, mais il se permet quand même de faire des leçons de la démocratie à un État véritablement démocratique. Vous savez, les sanguinaires, Paul Kagame est né avant la honte. Les Tutsis n'ont pas de honte. Ils n'ont pas de honte, malheureusement. Est-ce qu'un homme comme vous, Kagame, un sanguinaire, un assassin comme Kagame, lui qui dirige le Rwanda par défi, qui traque ses opposants comme des mouches, qu'ils soient au pays ou en dehors du pays, est-ce que ce monsieur peut-il ouvrir sa bouche? C'est dommage. C'est vraiment dommage. Si je pense que cet homme n'a pas de honte. S'il avait de honte, il devait se taire parce que lui n'est encore moins un modèle en termes de démocratie. Son pays ne l'est pas, son peuple aussi ne l'est pas. Ici, nous sommes un peuple démocratique, nous sommes dans un État démocratique qui fait une marche progressive vers l'amélioration de cet exercice démocratique. Mais au Rwanda, c'est la dictature, c'est un régime sanguinaire, un régime prédateur. Donc, ils n'ont qu'une leçon. Ils pouvaient se prononcer sur toutes les questions, mais pas sur des élections. Et aussi une chose, pourquoi Paul Kagame s'exprime sur les élections en République démocratique du Congo seulement en 2018? Pourquoi il ne s'est pas exprimé sur les élections de 2006? Pourquoi il ne l'a pas fait en 2011? Ça montre tout simplement que Paul Kagame est en train de jouer à la diversion. C'est ce qu'on appelle la théorie incriminelle, un voleur qui est en train de crier au voleur. Tout simplement pour distraire, pour amener certains distraits, bien entendu, à détourner leur attention sur sa personne. Donc la réalité, c'est que Paul Kagame, sans qu'il ait contre-mire par rapport à l'agissement, à l'agir de Félix Tshisekedi, et pour faire diversion, il est maintenant en train de se prononcer sur des questions qui ne le concernent pas malheureusement. Deuxième point, héritier, Paul Kagame dit « Nous savons ce que signifie la guerre. Si vous cherchez quelqu'un qui s'y connaît, n'hésitez pas à me contacter. » Depuis que je connais le Congo, depuis que je connais le Rwanda, Paul Kagame n'a jamais fait une guerre. Le Rwanda est prêt à faire la guerre au Congo? Non. Nous avons une armée. Je suis fier de me taper la poitrine. Nous avons une armée qu'on appelle la force publique. C'est cette armée qui est allée, bien entendu, lors de la Seconde Guerre mondiale, remporter des grandes victoires en dehors de notre territoire. Est-ce que Paul Kagame connaît Assosa? Ça veut dire quoi? Il connaît Gambela, ça veut dire quoi? Il connaît Sayo, ça veut dire quoi? Ce sont des villes éthiopiennes. Ce sont des liens de territoire, des liens de guerre où la République démocratique du Congo a remporté des victoires. Nous avons réussi à prendre des généraux italiens, 25 généraux que nous avons pris en captivité, qu'ils ont capitulé parce que tout simplement, ils étaient pris en déroute par la force publique. Quelle est une victoire de l'armée rwandaise menée dans son territoire ou en dehors de son territoire? Ne parlons pas des rébellions. Des rébellions à gauche, à droite. Moi, je parle de la guerre.
Donc, en matière de la guerre, Paul Kagame ne connaît rien du tout. C'est un criminel qui a été conçu, élaboré par Museveni, tout simplement pour le remercier par rapport à sa contribution dans les crimes qui ont été organisés en Ouganda. Lui aussi, comme un criminel, a reproduit les mêmes crimes au Rwanda en tuant ses propres frères Tutsi pour s'en servir comme, bien entendu, prétexte pour justifier le génocide rwandais. Il a tué lui-même ses frères Tutsi. Et il s'en est servi pour jouer à la victimisation du peuple Tutsi, mais aussi pour accéder au pouvoir. Donc, Kagame ne connaît rien de la guerre. S'il connaissait quelque chose de la guerre, comment notre avion est allé atterrir à Rubavu, dans son aéroport, pendant 20 minutes? Notre pilote l'a fait exprès. Je le dis maintenant, notre pilote l'a fait exprès. Il est allé au Rwanda, il a atterri pendant 20 minutes, les services de renseignement rwandais n'étaient pas informés. Je vous donne une révélation. Est-ce que vous savez que le général qui contrôle cette partie du territoire rwandais a été tué? Paul Kagame l'a tué parce que tout simplement, il lui a dit comment tu as laissé un avion, un matériel congolais atterrir sur notre territoire pendant 20 minutes. Vous étiez où? Donc ça montre tout simplement que Paul Kagame n'est rien du tout. C'était justement quelqu'un, et c'est la partie visible de l'iceberg, montée de toutes pièces par l'Occident. Si l'Occident, d'abord son pays est sous perfusion de la communauté internationale, le budget du Rwanda est financé à l'auteur de 50% par l'aide internationale. Qu'est-ce qu'il représente lui-même? Quelles sont les réformes qu'il a entreprises lui en tant que gestionnaire pour booster le Rwanda? Rien du tout. Ils vivent sous perfusion de la communauté internationale. Sur le plan militaire, ils obtiennent bien entendu l'appui logistique des États-Unis d'Amérique, la France et les ravitaillements de toutes ces puissances qui lui procurent les armes, les munitions et tout ça. Et c'est comme ça qu'il peut se taper la poitrine. Mais en réalité, Paul Kagame ne connaît rien de la guerre. C'est un minable qui ne connaît pas comment on mène la guerre. Et Félix Tshisekedi est en train de lui montrer, pendant ces petits temps, qu'il est véritablement un militaire qui connaît l'art de la guerre. Sur la question des groupes armés en République démocratique du Congo, héritier, Paul Kagame dit ceci. Il y a plus de 100 groupes dans l'Est de la RDC. Ils se battent pour toutes sortes de choses que j'ignore. Ils ne peuvent pas tous exister à cause du Rwanda. Certainement pas. Si c'était à cause du Rwanda, peut-être qu'ils seraient ensemble. Mais d'abord, des groupes d'autodéfense, la plupart des groupes rebelles, il faut catégoriser ces groupes. Il existe des groupes d'autodéfense, c'est-à-dire ceux créés pour réduire, combattre, se protéger leur communauté par rapport à l'agression. Il y a des groupes rebelles, bien entendu, certains Congolais manipulés aussi par des États étrangers et qui écument leur sécurité à l'est de notre pays. Mais il y a des groupes étrangers, totalement étrangers, aussi créés. Donc nous sommes dans une sorte de foisonnement et de floraison de plusieurs groupes, des groupes multiples aux intérêts différents et parfois aux intérêts opposés. Il y a ceux qui se battent pour protéger, préserver leur entité ethno-tribale. D'autres se battent pour asseoir la sécurité, enfin, de piller les ressources de notre pays. Il y a ceux qui se battent aussi pour, bien entendu, accomplir l'agenda de Paul Kagame et de l'Occident de balkaniser la République démocratique du Congo. Donc nous sommes dans une sorte de faux tour, nous sommes dans une sorte de tour de Babel où chaque groupe a son objectif, chacun est aussi chacun a son banquier, celui qui l'alimente, chacun a son maître à penser et ainsi de suite. Donc nous sommes dans ces foisonnements. Et dans tout ça, Paul Kagame ne peut pas dire que tous les groupes à l'Est se battent contre lui. Non. Il y a une multiplicité d'objectifs. Ces groupes s'affrontent d'ailleurs entre eux parce qu'ils ont des objectifs et des visées parfois opposés et croisés. Donc, les groupes rebelles à l'est de notre pays n'existent pas pour le Rwanda. Certains existent aussi pour soutenir le Rwanda. Est-ce que le Rwanda n'est pas derrière les groupes armés? C'est ce qu'il faut comprendre. Non, mais le Rwanda a créé des groupes armés à l'est de notre pays. Des groupes rebelles que vous avez. Je vous donne un exemple. Il y a un monsieur qui vient de quitter les M23. Qui vient de nous dire que celui qui nous a livré l'information que Bissimois avait décidé, Paul Kagame avait dit à Bissimois de massacrer les Congolais à Bichiché. C'est un Congolais qui était malheureusement au M23. Donc, au sein du M23, il y a aussi certains Congolais, comme on l'a fait avec Mosé Laurent Désiré Kabila. On crée l'AFDEL par le Rwanda pour affaiblir les pouvoirs de Kinshasa et balkaniser les pays. On prend malheureusement un Congolais pour servir, pour
essayer de congoliser un groupe aux intérêts rwandais, malheureusement. Donc, dans ces groupes rebelles, il y a ceux qui travaillent pour les Rwandais, il y a aussi certains groupes d'autodéfense qui travaillent justement pour préserver et protéger leur territoire. On nous accuse de voler les minéraux de la RDC. Mais une chose est vraie, et que nous ne sommes pas des voleurs. Nous travaillons pour ce que nous avons, Paul Kagame. Mais comment lui, avez-vous vu dans quel pays au monde un voleur pris en flagrance accepter ses crimes? Ça n'existait pas. Les reflets naturels de tout voleur, c'est nier ses crimes. Et Paul Kagame aussi s'inscrit dans cette lignée de voleurs qui n'acceptent jamais ses torts. Il dit qu'ils sont en train de travailler avec le peu qu'ils ont. Mais au Rwanda, ils ont quoi? Ils n'ont même pas des haricots. D'où vient les minéraux du Rwanda? Le minerai, le Rwanda a été en certains moments premier pays exportateur de coltan, premier pays exportateur de ceci, de cela. Le minerai qu'ils vendent dans les marchés boursiers, ils le prennent où? Si ce n'est pas au Congo. Donc, il ne faut même pas accorder du crédit à un criminel comme Paul Kagame parce que lui a été conçu dans les mensonges et tout ce qui sort de sa bouche, c'est du mensonge véritablement. Très bien, merci héritier. Deuxième sujet. Nous parlons des élections 2023. S'il vous plaît, juste une parenthèse s'agissant de Paul Kagame. Ce que je dénote avec amertume et consternation, c'est que Paul Kagame a imposé à certains Congolais d'être des idiots utiles. C'est-à-dire quoi? Des gens qui doivent relayer, faire la propagande de sa vision et de sa perception, mais aussi pour légitimer la balkanisation de notre pays. Je vis un journaliste, un ancien journaliste, Dieu merci parce qu'il a été radié de la profession, Pero Louara, qui sur Twitter s'avise de prendre les propos de Paul Kagame et de les relayer. Il y a certains qui ont applaudi d'ailleurs lorsque Paul Kagame s'est exprimé sur la question des élections. Est-ce qu'un Congolais, que je prenne un peu les mots de ces petits, un étranger se permet de se prononcer sur la question qui relève de votre souveraineté au Beti Maboko? Est-ce que vous appelez Moutou? Par dignité, par mot propre, je ne peux pas accepter un parent d'une autre famille. Je lui dirais non, vous n'avez pas le droit. Laissez-nous régler nos problèmes entre nous. Mais vous avez des gens qui ont applaudi Paul Kagame. Ça a alimenté aussi une sorte de débat. Harmonie, Félix avait triché. Voilà tout ça. Est-ce qu'un Congolais réfléchi peut accorder de la crédibilité à un homme qui a violé votre maman, qui viole votre maman, vous l'attrapez la fragrance, et cette personne vous dit non, je ne suis pas le violeur de votre maman, d'ailleurs votre maman est une pute qui est venue se livrer elle-même. Est-ce que les gens réfléchissent? Est-ce qu'on a les cerveaux en place? Lorsque les gens acceptent les discours des négationnistes comme Paul Kagame, lorsque les gens relayent, font l'apologie des discours de Paul Kagame, alors que le diable a pour l'objectif tuer, violer, piller. Même lorsque le diable vous dit la vérité, il faut vous le dire que toute vérité qui sort de la bouche du diable, c'est tout simplement pour détruire. Même si le diable vous disait la vérité, sachez-le bien que c'est pour vous détruire. Paul Kagame ne peut dire aucune vérité pour construire le Congo, ne peut dire aucune vérité pour rendre les Congolais unis, il ne peut dire aucune vérité pour, bien entendu, développer le pays. Tout ce qu'il peut dire, c'est tout simplement pour nous diviser davantage. Malheureusement, il y a certains M23 parmi les journalistes qui relayent et qui font l'apologie de ces discours mensongers de Paul Kagame. Très bien, merci héritier. Parlons des élections 2023. La CENI qui venait récemment de publier les calendriers électoraux, mais oui, ça n'a pas passé inaperçu au camp des acteurs politiques de la RDC, notamment Martin Fayoulou, oui, qui a attaqué, qui a critiqué ces calendriers en disant que c'est une façon pour le président Félix Tshisekedi de préparer une fraude électorale. Il profite de l'agression de la RDC par le Rwanda pour faire avaler la pilule de la fraude aux Congolais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Martin Fayoulou, c'est un soldat du peuple. Je l'ai dit dans d'autres émissions. Je vais continuer à lui prodiguer ses conseils. Un bon militaire, je vais lui conseiller à être un bon soldat. Un bon soldat, c'est à quel moment se taire. Martin Fayoulou doit apprendre à quel moment aussi se taire. C'est ça, être un bon soldat. Un bon soldat, c'est à quel moment combattre. Un bon soldat, c'est contre qui combattre et pourquoi combattre. Je me suis rendu compte que Martin Fayoulou combat n'importe quand, n'importe comment et pour rien du tout. Et ce n'est pas intéressant pour un acteur politique. En ces moments, alors que nous avions la feuille de route de la CENI, la feuille de route
de la CENI était en train de baliser le chemin sur les activités préélectorales, électorales et post-électorales. Et le calendrier électoral n'est que la conséquence, la résultante de la feuille de route. Lorsque la feuille de route a été publiée, quelle a été la réaction de Martin Fayulu? Donc en réalité, Martin Fayulu ne sait pas ce qu'il cherche. Les discours que Fayulu tient en ces moments, c'est un discours cache-misère. Il sait qu'en 2018, il a été un robot politique constitué de toutes pièces par Moïse Katumbi, par Bemba et les autres. Ces gens, les sentant être moins crédibles, lui ont retiré leur confiance. Et donc, il est bien entendu comme une feuille lâchée de toutes pièces. Donc, la conséquence, il va tomber. Et pour multiplier des subterfuges, multiplier des stratagèmes, il a quand même trouvé l'occasion de tirer sur la CENI, alors que nous devons aller aux élections. S'il est préparé, j'ai regardé les partis du Nouvel Élan de Mouzito, qui est en phase d'être restructuré, qui est implanté un peu partout sur l'ensemble des territoires. J'ai regardé SID, j'en vois pas. Au lieu de perdre son temps, il devait redynamiser son parti politique, qu'il ne soit pas seulement un leader sur Twitter, qu'il devienne un leader véritable sur l'ensemble de l'opinion congolaise. Malheureusement, c'est un leader qui n'existe que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, mais sur la place publique, les militants, les gens qui se reconnaissent à Martin Fayulu sont à compter du bout de dos. Qu'en est-il de leur plateforme politique, la MOUCA? Mais la MOUCA a été détruite de toutes les façons à cause des appétits gloutons, mais aussi à cause du goût poussé du lucre de Martin Fayulu. Il a crié ici que Félix devait se séparer à Kabila, mais lui-même va rencontrer Kabila pour en faire son bailleur de fonds. C'est ça le véritable problème. Et la question de l'argent les a fait véritablement diviser parce que Mouzito n'a pas digéré, consommé de l'argent qui proviendrait de Kingakati. Donc, c'est à cause de l'argent que cette histoire est volée en éclat. Aussi, j'ai comme l'impression que Martin Fayulu a une malédiction politique. Toutes les structures dans lesquelles Martin Fayulu exerce finissent par disparaître ou finalement finissent par devenir sa boutique privée. C'est fait le cas avec la dynamique de l'opposition. C'est fait le cas également avec une autre structure créée ici, Rassop et tout ça. Donc Martin Fayulu, dans tout ce qu'il met la main, c'est comme si, comme on le dit à Lingala, ça m'a beaucoup ngaï. Et Komara et Polara. Martin Fayulu n'est pas les seuls à contester ou soit à déclarer une fraude par rapport aux élections de 2023. Il y a aussi les rassemblements des députés katangais qui ont déclaré, voilà. C'est une déclaration très intéressante qu'il faut vraiment analyser, héritier. Il y a augmentation sensible des centres d'identification et d'enrôlement d'électeurs dans l'espace Kassai et diminution des centres dans les villes de Kinshasa, Katanga et les Grands Kivu. Est-ce que ce n'est pas une forme de manipulation? Je prends avec beaucoup de réserve ces propos. De gens qui sont manipulés par une haine tribale ne peuvent que réfléchir par rapport aux réalités ethno-tribales. Vous savez que la population est une réalité muable, qui peut évoluer selon les époques, selon les réalités et ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont commencé par faire des statistiques en matière de natalité de ces trois zones pour savoir quel était les taux de mortalité, les taux de natalité, mais aussi de l'exode entre ces différents milliers? Ça, ils ne l'ont pas dit. Est-ce qu'ils sont allés au niveau de l'état civil pour avoir des données fiables, leur permettant de se dire, est-ce que la population au niveau de Kinshasa a-t-elle progressé ou s'est-elle estompée ou il y a eu un ralentissement? Ce sont toutes ces données, s'ils les avaient apportées, on pouvait faire un débat réfléchi. Mais quand ils viennent avec un débat basé sur justement des considérations d'ordre ethno-tribal, moi, je ne peux pas me prononcer parce que, en me prononçant sur la question, je fais aussi les mêmes jeux que eux. C'est lui d'exalter les disparités ethno-tribales. Nous sommes des Congolais, nous avons cette patrie, nous avons beaucoup de tribus. Notre devoir et notre engagement, c'est de construire davantage la nation congolaise que nous avons tenté d'imposer en 1960. Au lieu de venir avec des discours qui tendent à exacerber les haines et les tensions ethno-tribales. Est-ce qu'hériter les présidents Félix ne se sent pas en danger par rapport aux élections de 2020? Non, pas du tout. À force de nous, il y a un boulevard vide. Parce que quand vous avez ces bilans, parce que Félix a réussi à faire en 4 ans seulement ce que Kabila n'a pas pu faire en 18 ans.
Oui, le bilan est largement positif. Vous regardez, bien qu'il y ait des défis énormes à relever, mais quand vous regardez la volonté, la jure de Félix Tshisekedi, la dextérité, mais aussi son engagement dans plusieurs réalisations, le pays, à un certain moment, est devenu comme une sorte d'un espace poussiéreux où les gens ne peuvent plus respirer calmement parce qu'il y a des chantiers à gauche et à droite. Vous avez des routes construites, vous avez la relance des activités cruciales qui hier ont été abandonnées quasiment par Joseph Kabila. Vous avez, par exemple, le service national. Kabila est le fils de Mosé Laurent Désiré Kabila. Mosé Laurent Désiré Kabila a fait son cheval de bataille, la relance agricole avec le service national. Son fils arrive au pouvoir malheureusement, crache sur les efforts et sur la vision de son père, et il a fallu que le fils du Sphinx vienne pour ressusciter cette œuvre grandiose qui est en train, bien entendu, de résoudre ou de répondre, de résoudre et de réduire sensiblement cette question de l'insécurité alimentaire. Donc il y a beaucoup de choses. Enseignez-moi, vous prenez sur l'ordre sécuritaire. Est-ce que vous savez que Kabila n'a même pas laissé une seule usine de fabrication de munitions? Même pas d'explosifs, alors que c'est un militaire. Parce que s'agissant du point de vue militaire, il n'y a pas que seulement des hommes. Parce que les hommes font partie également des éléments d'appréciation de la force d'une armée. Mais à part les hommes, il y a aussi les équipements. Mais ces équipements doivent être soit achetés, soit produits. Or, les Congos, avec les ressources que nous avons, nous pouvions mettre, si on avait un homme visionnaire, ici en République démocratique du Congo, une entreprise de fabrication d'explosifs, une entreprise de fabrication de munitions, une entreprise même d'assemblage des armes. C'est-à-dire que les armes viennent, les pièces viennent dans différents pays et on les monte ici en République démocratique du Congo. En 18 ans, on n'a rien de tout ça. Rien de tout ça. Ça montre que nous avions un fainéant, un homme qui n'avait pas de vision pour rendre notre secteur des armes un secteur capable d'abord de nous assurer de l'autosuffisance en termes d'armes. Parce que la force d'une armée, ceci, c'est son équipement. Vous parlez de la Russie, on regarde quoi? On regarde les bombes. On regarde, au-delà de voir des hommes, quelques millions d'hommes, mais on regarde aussi sa capacité de frappe. Cette armée dispose de quelle arme? Capable de neutraliser un pays en un seul jour. Quand vous regardez la Corée, c'est la même chose. Quand vous regardez les États-Unis, toutes les puissances armées sont avant tout des puissances en armement, capables d'avoir une arme qui puisse détruire, qui puisse anéantir. Ici au Congo, nous disposons de quelle arme? En 18 ans, on a construit quelle arme capable de nettoyer les Rwandais même en un seul jour? Parce que nous, tout simplement, on avait un homme qui ne voulait pas nous débarrasser de la balkanisation parce que lui-même était aussi un pion majeur à même d'exécuter ces plans savamment concis par l'Occident et exécutés par Kagame et ses relais, dont Joseph Kabila. Héritier, nous arrivons presque à la fin de notre émission, mais nous allons prendre les derniers sujets. La RDC vient de publier des contrats signés avec l'Israélien Dan Gettler. Ouais. Mais ce que nous retenons ici, c'est que la RDC demande aux États-Unis de pouvoir revoir les sanctions contre Dan Gettler. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Héritier? D'abord, je salue l'aboutissement heureux de ces dossiers. C'est vraiment un goulot d'étranglement sur notre régime parce qu'on continue à exercer de la pression sur nos dirigeants pour leur dire, mais finalement, quid de la transparence de la gestion de vos ressources minières. Et donc, la publication de ces rapports vient ici calmer les ardeurs des uns et des autres, mais aussi des pressions exercées sur la République démocratique du Congo. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce qui m'étique un tout petit peu, c'est le fait que la République démocratique du Congo se fasse avocat de Dan Gettler. La République démocratique du Congo n'a pas qualité. D'ailleurs, Dan Gettler n'est pas un entrepreneur congolais. C'est un entrepreneur israélien qui, lui, a ses intérêts en tant qu'entreprise. Et l'État congolais a aussi ses intérêts en tant qu'organisation gouvernementale. Depuis quand une organisation gouvernementale défend les causes d'un particulier qui, du reste, n'est pas congolais? Si ces blocs pétroliers lui ont été, et bien entendu, il a cédé pour... C'était pas gratuitement. C'était en contrepartie parce qu'il refusait que nous le estions en justice à la Cour d'arbitrage de Paris. Il savait qu'il encourait des graves
pertes et des graves conséquences. Et de ce point de vue, il a préféré l'arrangement à l'amiable. Mais limitons-nous là-bas. Nous avons pris nos blocs pétroliers, mettons-les en vente, développons ces actifs pétroliers, on se limite là-bas. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais deviendrait l'avocat de Dan Gettler auprès de la communauté internationale ou des États-Unis? J'ai comme l'impression, parce que je connais Dan Gettler un tout petit peu, cet homme vit seulement dans la corruption, dans la manipulation, dans les rachats de conscience. Et donc, s'il est arrivé à prendre certaines personnes parmi nous pour que cette dernière devienne ce défenseur, gare à eux. Je suis en train d'attirer leur attention. Dan Gettler était l'ami de Kabila. Si on nous voit Kabila, voyons aussi ces Dan Gettler qui ont profité de cet environnement criminel corrompu, qu'ils ont soit eux-mêmes importé dans notre pays, ou soit qu'ils sont venus rencontrer tout simplement. Donc, si les gens qui sont autour du chef de l'État, s'il y a des gens qui sont membres des gouvernements, qui pensent que Dan Gettler est un homme crédible pour faire avec lui des affaires, pour qu'il devienne en ces moments son défenseur, gare à eux, ils finiront dans la boue, comme Kabila aussi a été dans la boue. Ce contrat héritier, est-ce qu'il est bénéfique pour la RDC? Le contrat, oui, il est bénéfique pour la République démocratique du Congo, parce que je pense qu'on a évalué les retombées, les pour et les contre. Et fallait-il aller dans une voie judiciaire, ne sachant pas est-ce que nous avions raison, parce que la bataille judiciaire, on ne la détermine pas avant les procès. C'est le procès qui détermine qui gagnera. On peut y aller en justice, tester quelqu'un en justice et perdre le procès. Et donc, la République démocratique du Congo avait jugé bon d'emprunter la voie qui soit rationnelle pour éviter les dégâts. Mais maintenant, après, nous avons recouvert notre souveraineté sur nos blocs pétroliers, développons ces actifs pétroliers. Si Dan Gettler a des problèmes avec les États-Unis d'Amérique, c'était à cause de nos blocs pétroliers. Ces blocs, nous l'avons retirés. Pourquoi est-ce que nous, maintenant, en ces moments, deviendrons des défenseurs ou des avocats de Dan Gettler? Je trouve que c'est non seulement inopportune, mais ça cache aussi une réalité. Et la réalité qu'elle cache, c'est que Dan Gettler pourrait véritablement utiliser certains membres de nos institutions sur coup de billets des banques pour lui défendre auprès des États-Unis d'Amérique. Très bien, merci beaucoup Héritier Ngachi pour ton intervention brillante. Nous arrivons à la fin de l'émission. Héritier, les mots de la fin pour clôturer l'émission. Les mots de la fin, je suis en train de paraphraser un doyen. Il nous a fait une révélation fracassante. Lui, c'est Jean-Pierre Mumba Itumba, qui était l'un des proches collaborateurs du président Mobutu. Mobutu lui avait donné un testament, lui a dit un testament par rapport au complot du monde, de l'Occident par rapport à notre pays. Il fallait balkaniser ces pays après 20 ans. Il fallait remplacer le peuple congolais par des nilotiques. Il fallait écraser l'élite congolaise, les gens intelligents, les savants et ainsi de suite, pour les remplacer par les nilotiques. Il y a un laboratoire conçu. Mobutu disait, c'était le 15 mai 1997, donc 2 jours avant qu'il ne fuit le pays, il disait il y a un laboratoire qui existe, qui a élaboré savamment ces plans de balkanisation. Je ne sais pas si ça existe où. De tout ce que nous avons appris, le danger est imminent, les dangers existent. Le monde veut nous écraser, veut nous réduire au silence pour nous remplacer par des nilotiques. Ils refusent que le Congolais demeure dans leur pays parce que les propriétaires d'une parcelle ne peuvent pas tout vous donner. Ils préfèrent que les locataires, c'est-à-dire les nilotiques, les Tutsis, occupent ces territoires parce qu'avec eux, ils pourront faire les affaires librement, même dans l'opacité. Et donc, de ce point de vue, nous sommes obligés de nous enrichir en intelligence. Nous enrichir dans quoi? Dans le domaine des espionnages, nous enrichir quoi? Dans le domaine de l'armée, pour nous permettre non seulement de déjouer ces complots, mais aussi nous défendre contre toute forme d'attaque. Très bien, merci Héritier Ngachi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de toujours rester branchés à notre chaîne Yeba TV. N'oubliez surtout pas de liker et de partager nos émissions, une façon pour vous de nous soutenir. Merci à l'équipe technique. Je vois Steve Konde HD qui est secondé par Mike Chiswaka. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement. Bye. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit.
Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.